Salut, salut. Salut Pierre, salut Pablo. Les débriefeurs du dimanche, comme chaque dimanche, on revient. On va essayer de commenter et d'analyser l'actualité politique. Et cette semaine, on va revenir évidemment sur l'élection de Yannick Jadot à la primaire des écologistes. On va revenir sur un débat qui nous anime beaucoup, nous, à Regard et qu'on avait envie de traiter ici, qui est la question des pôles de radicalité et des pôles de rassemblement dans l'espace politique. On reviendra aussi sur le sondage de cette semaine qui a fait beaucoup parler, hein, avec le score très haut de Zemmour, mais surtout l'information, c'est que l'accès au second tour semble baisser. En tout cas, on voit bien que le ticket d'entrée pour le second tour va être assez bas finalement, pour l'instant, en tout cas, cette photographie du moment. On parlera aussi d'Emmanuel Macron. On se posera la question de savoir si Emmanuel Macron est parti en campagne. Mais d'abord, pour commencer, aujourd'hui, on a appris la mort de Bernard Tapie, qui avait 78 ans. Ça faisait 4 ans qu'il se battait contre un cancer. Évidemment, Bernard Tapie, dirigeant d'entreprise, propriétaire d'Adidas, de l'Olympique de Marseille, il était député des Bouches-du-Rhône, député européen. Ça a été un patron de presse aussi. On l'a vu sur les planches, on l'a vu chanter aussi. Il a évidemment été impliqué dans plusieurs scandales judiciaires. Il a fait de la prison pour ça d'ailleurs, pour fraude fiscale et pour corruption. Catherine, c'est qui pour toi Bernard Tapie ? Un homme qui a commencé sa carrière en dépeçant les entreprises et en mettant beaucoup de monde au chômage, et il a fait fortune comme ça, comme vraiment une nouvelle activité de vampire des entreprises en les éclatant, en vendant ce qui était moins rentable, en gardant ce qui était plus rentable. Et grâce à ça, il a accumulé une grosse fortune. Et certes, il avait une grande énergie, donc il a pu se déployer à partir de cette richesse accumulée. Et il a représenté, pour moi, vraiment le pire de l'entrepreneuriat. Et hélas, la jonction entre la gauche et un certain monde du business. C'est-à-dire qu'il est rentré en relation avec les socialistes dans le second mandat de François Mitterrand en 88. Et voir qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron dit qu'il est une source d'inspiration pour la jeunesse, alors que c'est un monsieur qui a fait de la prison pour avoir truqué un match de foot, qui s'est comporté avec un tel cynisme vis-à-vis des salariés. Je trouve ça absolument choquant, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on est obligé de dire tout le mal qu'on pense de Bernard Tapie. D'ailleurs, Emmanuel Macron pouvait se taire, mais d'une certaine manière, ça renvoie au modèle qu'il avait énoncé en 2017, c'est-à-dire enrichissez-vous. C'est-à-dire que le modèle pour Emmanuel Macron, c'est de faire fortune, et finalement à n'importe quel prix. Et Bernard Tapie a fait fortune à n'importe quel prix. Et à la fin de sa vie, il a vendu son soutien à Nicolas Sarkozy, moyennant le fait qu'on allait lui lâcher 400 millions. Il a vendu à 400 millions son soutien, et Christine Lagarde a été condamnée pour ce fait, pour avoir laissé un arrangement totalement inique au détriment de l'État dans l'affaire du règlement d'Adidas. Donc, Crédit Lyonnais Adidas. Crédit Lyonnais, tout ça est vraiment... pardon, l'affaire du Crédit Lyonnais, pas d'Adidas. Tout ça est extrêmement choquant, et qu'on l'érige en héros, qu'on dise que c'est un homme plein d'énergie, ça c'est d'accord, qu'on en fasse un modèle pour la jeunesse. Là, franchement, il y a de quoi... c'est révoltant, tout simplement. Le voilà rhabillé pour l'été alors qu'il vient de mourir. Pablo, c'est pas ta génération. Toi, tu es un enfant. C'est qui pour toi Bernard Tapie ? Bah non, et moi je suis assez d'accord avec le portrait qu'en a fait Catherine. Moi, ce que je vois dans les articles que j'ai lus sur lui, parce que moi j'ai pas une d'affect particulier envers Bernard Tapie, parce que je suis arrivé dans le monde politique, il était déjà assez âgé et il avait déjà tout fait en gros. Mais pour moi, ce qu'il représente, c'est vraiment un affairisme effectivement qui est né dans les années Mitterrand et qui s'est terminé en fait dans les années Sarkozy. C'est une espèce de ce qui m'embête, c'est surtout, c'est pas tant ce qu'a dit Macron, parce que finalement, il y a une adéquation entre ce que représentait Bernard Tapie et la proposition pour la jeunesse formulée en gros par Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'embête, c'est quand je vois les louanges qui lui sont tressées par des gens de gauche. Je vois des communistes qui lui rendent hommage, des socialistes qui lui rendent hommage, et alors même que, en fait, la seule chose ce qui représentait pour moi, c'était un capitalisme un peu crado, comme tu l'as dit Catherine, mais avec des fausses allures de prolo.
Parce que c'est ça aussi qu'il était, Bernard Tapie. C'est un mec qui allait à la télévision et qui pouvait raconter sur absolument tout et Oui, n'importe quoi avec un air bonhomme. Alors, il parlait de foot, il parlait de bouffe, il parlait de sa maladie, il parlait de politique, il parlait de géopolitique internationale, le tout à peu près sur le même ton. Et c'est ça, en fait, que les gens imaginent, en fait, que sous prétexte qu'il avait du bagou, il pouvait être une espèce de représentation, en fait, des catégories populaires. Et c'est ça qui m'énerve le plus, c'est qu'une partie de la gauche soit tombée dans ce piège-là. Alors que je suis complètement d'accord avec toi, Catherine, la base de ce qu'est le personnage de Bernard Tapie, c'est son affairisme et son affairisme absolument dégueulasse et en plus répréhensible. Allez, on passe à la politique. On avait dit qu'on reviendrait sur l'élection de Yannick Jadot. On a vu Sandrine Rousseau passer allez, 3 jours à hésiter. On ne sait pas si elle hésitait ou si elle faisait de la politique, elle faisait monter les enchères, on ne sait rien, on verra. Peut-être un jour on saura ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Mais bon, au final, elle a dit hier qu'elle ferait pleinement la campagne et de manière loyale de Yannick Jadot. Ça y est, ils sont en ordre de marche. La dynamique peut être engagée derrière les écolos. Pablo? Bah, moi, j'avoue que j'ai pas tellement compris ce qu'a essayé de faire Sandrine Rousseau depuis l'élection de Yannick Jadot à la primaire des écologistes. Il y avait la question, elle a essayé de se poser en fait pendant quelques jours finalement en opposante à Yannick Jadot. Alors, j'ai essayé d'imaginer pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle a fait plusieurs médias en fait pour expliquer que voilà, tout n'était pas gagné dans son ralliement. Alors effectivement, comme tu l'as dit, hier elle a finalement dit non, mais je vais me mettre derrière Jadot bien sagement. Donc, elle a essayé de faire monter des enchères. Mais la question, c'est pour obtenir quoi Oui, exactement? c'est ce que Est-ce j'allais te qu'elle voulait demander. Ouais. obtenir… Je ne pense pas en fait qu'elle voulait obtenir une place dans sa campagne de porte-parole ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle a essayé en fait de faire entendre à Jadot que ce qu'elle avait porté pendant la campagne des primaires écologistes était quelque chose qui pourrait lui servir, ou plutôt dont il devrait se servir. Et alors on va y revenir, hein, mais c'est sa radicalité, c'est tout ce qu'elle a incarné pendant cette campagne. Sauf que le principal problème, c'est que je ne vois absolument pas Jadot pouvoir revêtir les habits qu'elle avait, elle, dont elle était, elle, habillée pendant la primaire. Il va pas, ils ont, ça a été dit plusieurs fois, ils avaient à peu près le même programme. En matière programmatique, les propositions étaient très proches. En revanche, c'était en matière de discours et d'incarnation et de style que là, ils s'opposaient totalement. Et donc, je ne comprends pas très bien ce qu'elle a essayé de faire pendant 3-4 jours, à essayer de se dire, bon, bah, peut-être que je vais lui faire changer de style, peut-être qu'il va réussir à incarner autant la radicalité que moi, parce que c'est ça qu'elle a, finalement, c'est ça qu'a incarné Sandrine Rousseau pendant toute cette campagne. C'est une espèce de jeunesse, un peu, une jeunesse dans les idées, dans les propositions, et dans le style qui jurait en fait avec ce qu'on est habitué de voir dans la classe politique à gauche. Mais je ne vois pas du tout comment Jadot, lui, il va plutôt chercher du côté de l'électorat social-démocrate. C'est plutôt ces gens-là en fait qui va pouvoir attirer dans son giron, c'est-à-dire en gros les socialistes. Catherine, toi, tu l'avais vécu comment ces 3 jours là où on a senti Sandrine Rousseau, on s'est même posé la question à un moment donné si elle préparait pas sa sortie pour rejoindre Mélenchon ou si elle faisait monter les enchères. Comment tu analyses ces 3 jours un peu rocambolesques chez les écologistes? oui, j'ai eu l'impression qu'elle a cherché en effet à jouer le rapport de force à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts. À mon avis, ce n'était pas extrêmement heureux. Bon, éventuellement parce que ça la met en position un peu déloyale. Les gens attendent un peu quand même des principes, hein. On dit qu'on va faire campagne, on fait campagne et on ne fait pas. Mais au-delà de ça, ce que je pense, c'est que le problème, c'est que ce qui les sépare, c'est une question d'analyse politique. Et que moi, je ne crois pas qu'on puisse gagner l'analyse politique simplement sur la base du rapport de force. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, elle a d'une certaine façon joué le rapport de force en montrant que sa façon de voir comment on mobilise une partie de la société, de l'électorat d'Europe Écologie Les Verts sur un discours et une cohérence plus radicale que celle de Yannick Jadot, elle a montré que ça marchait. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle le convainc. Elle ne peut pas simplement, par exemple, prétendre être
la directrice du pôle programmatique, par exemple, ce qu'elle avait laissé entendre qu'elle voulait avoir un poste comme ça. Ça n'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence dans le discours du candidat. Et donc, l'enjeu pour les écologistes, c'est de savoir si c'est sur la base d'appels du pied à la raison raisonnable de la social-démocratie qu'ils vont gagner, ou si au contraire, c'est dans la cohérence de la radicalité nécessaire pour sauver le climat et la planète, qu'ils vont emporter l'adhésion des citoyennes et des citoyens. Donc, je pense que c'est ça leur débat et que j'espère pour Yannick Jadot qu'il entendra, et je ne vois pas comment il peut ne pas entendre qu'il n'a pas convaincu. Enfin, je veux dire, il fait 51% au second tour, il n'a fait que 27% au premier tour, alors qu'il avait sur le papier les attributs pour gagner. Donc, il n'a pas soulevé l'enthousiasme, il n'a pas convaincu au-delà d'un petit cercle. Donc, s'il veut rassembler une large partie de la gauche, s'il veut aller au second tour, bah, il va falloir qu'il change un tout petit peu sa façon d'être, mais aussi le contenu de ce qu'il propose, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que proposait Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, même sur le plan programmatique, ils ne se positionnent pas tout à fait de la même manière, et elle était plus radicale aussi dans ses propositions, et donc là, il y a quand même un moment de réajustement, à mon avis, nécessaire à Europe Écologie Les Verts, mais qui devrait être une cohérence politique et pas simplement du compromis, de la synthèse, ou je ne sais pas quelle tambouille interne. Pablo, toi qui as fait l'interview cette semaine de David Cormand, qu'on peut revoir d'ailleurs, hein, c'est dans la midinale de mercredi, je crois. Comment tu as senti justement David Cormand, c'est le cœur du réacteur de Europe Écologie Les Verts, il connaît bien la machine. Et comment tu as analysé justement cette interview, comment ça s'est passé, comment tu as senti finalement est-ce que tu as senti ce que dit Catherine en termes de il y a un manque d'enthousiasme ou Ben, pas vraiment, non, parce que la seule chose qu'a noté David Cormand, mais c'est la même chose que dit Sandra Regol ou Julien Bayou, c'est que cette primaire, ça a été la victoire de l'écologie politique au sens large, et que du coup, la seule conclusion claire qu'ils en tirent, c'est tracer leur route et dire on n'a rien à fiche de la social-démocratie, on n'a rien à fiche des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon ou du Parti communiste. Nous, on a un couloir qui est celui de l'écologie politique, et c'est ça qu'on va essayer de gagner. Ce qui n'ont pas, moi, je suis d'accord avec Catherine, la question de la dynamique, en fait, elle est importante. La dynamique, elle était du côté de Sandrine Rousseau, elle n'était pas du côté de Yannick Jadot. Yannick Jadot, je pense qu'aujourd'hui, il est dans une forme en fait de calcul politique et de calcul tactique où il se dit bon bah comment je vais faire pour agréger en gros ce qui reste du PS agonisant qui aujourd'hui pèse dans les sondages entre 4 et 6%, on va dire aujourd'hui plutôt 4 d'ailleurs que 6 quand on voit les scores de Anne Hidalgo, et moi, aujourd'hui, avec l'écologie politique qui pèse 7%. Et il se dit, bon, bah, ça fait 7 plus 4. On n'est pas au deuxième tour, mais on commence à flirter avec Jean-Luc Mélenchon. En additionnant ces deux composantes. La question que proposait de faire Sandrine Rousseau, c'était de dépasser en fait juste cette stricte addition, et c'est finalement ce que cherche aussi à faire Jean-Luc Mélenchon, et c'est-à-dire c'était de cliver pour créer de la dynamique et de cliver autour d'une radicalité pour créer de la dynamique. Mais ça, vraiment, je pense qu'avec Jadot, ils ont fermé la porte en fait à cette option-là. Elle n'existe plus. Et le seul qui va pouvoir incarner ça, à mon sens, dans le paysage politique aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui va, lui, continuer à dire non, il y a des oppositions et voici les propositions que je vous fais, des propositions qui vont être clivantes, qui vont pas être comme on entend dire parfois qu'il faudrait être lorsqu'on fait de la politique, qui vont pas être rassembleuses, mais qui vont cliver, mais qui vont être susceptibles en fait de créer une dynamique chez des gens qui aujourd'hui ont perdu l'envie d'aller voter. Catherine, toi, on a beaucoup discuté à regard, c'est toi qui as apporté cette analyse d'ailleurs de ce qu'a pu faire émerger cette primaire en termes de positionnement politique entre d'un côté la radicalité et de l'autre la question du rassemblement. Ça vaut pour tout le monde, ça, ou est-ce que c'est propre aux écologistes? Oui,
Oui, d'ailleurs, je ne partage pas complètement l'analyse de Pablo sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon va avoir une stratégie de clivage. C'est-à-dire, d'ailleurs, il se présente aujourd'hui avec cette étude qu'il a fait faire à la fin de l'été et qui montre que ses propositions sont rassembleuses. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il va chercher à dire que lui va renverser la table et va choquer, et il va au contraire dire qu'il représente un pôle de rassemblement. Et je pense que c'est une question qui est en fait tout à fait centrale. C'est-à-dire qu'en politique, il y a deux questions qui doivent être articulées, c'est celle de la radicalité et celle de la crédibilité du discours. Et la crédibilité du discours, ce n'est pas simplement être capable de montrer que dans le budget de la nation, ça marche, ça passe et qu'on ne va pas aggraver les déficits ou qu'on va trouver un compromis ou je ne sais pas quoi. C'est montrer qu'on est capable d'entraîner justement une large partie de la société autour de ces idées. C'est-à-dire la capacité de rassemblement est absolument consubstantielle de la crédibilité du discours. C'est pour ça, par exemple, que le NPA n'a aucune crédibilité. Ce n'est pas parce que son discours est absurde. La politique, ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas simplement « je dis vrai, donc il faut me porter au pouvoir ». C'est « est-ce que ce que je dis est possible et est-ce que c'est possible non seulement parce que j'ai prévu un certain nombre d'éléments de chiffrage, d'enchaînement, de planning, etc. Mais c'est possible parce que je vais avoir le soutien des forces qui vont me permettre d'aller au bout de ce projet. Et c'est pour ça que je ne crois pas que la stratégie de Mélenchon aujourd'hui sera une stratégie du clivage. Je pense qu'elle va être une stratégie, au contraire, de la puissance. C'est-à-dire qu'il va essayer de montrer qu'il est capable de rassembler, de faire des grands meetings, d'enthousiasmer les foules et de faire des bons résultats dans les sondages qui vont s'égrener jusqu'au mois de mars, quand ça va cristalliser pour la présidentielle, puisque c'est au mois de mars à peu près que finalement la France, dans ses profondeurs, se positionne et que les gens font leur choix. Et donc là, ce qu'il va essayer, c'est d'installer la crédibilité de sa proposition, et un discours de simple radicalité est très insuffisant, même si je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est ça que Sandrine Rousseau a montré, c'est qu'un discours mollasson, qui n'est pas cohérent, qui ne prend pas les questions dans l'ampleur qu'elles ont, lui aussi manque de crédibilité. C'est-à-dire que la crédibilité, c'est d'être à la racine des problèmes et d'avoir la capacité politique de les résoudre et de leur apporter une solution. Juste, là où je pense que tu fais une erreur, c'est lorsque tu dis que ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'entends, je pense que c'est la stratégie qu'il veut adopter. Le seul problème, Catherine, c'est qu'il représente, de part de vers lui, il représente déjà quelque chose. Et pour beaucoup de gens, Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui va renverser la table, c'est celui qui représente la radicalité, c'est celui qui représente un changement de société, parce qu'il veut un changement de République, il veut un passage à l'éco-socialisme, etc. Et donc, de part de vers lui, il représente cette radicalité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le NPA, dont tu parlais tout à l'heure, comme tous les gens qui se réclament de la radicalité, leur objectif, c'est pas de faire des meetings avec le moins de personnes possible, ou de dire « mais nous ne représentons rien, mais nous voulons quand même dire quelque chose ». Non, non. Lorsque tu écoutes les discours des gens du NPA, ou lorsque tu écoutes le discours de Sandrine Rousseau, ils avaient vocation à rassembler, mais sur la base d'une radicalité, sur la base, en fait, en nommant ceux qui étaient… Pour moi, c'est ça la radicalité, c'est nommer ceux qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, du coup, en excluant par cette radicalité, en excluant une partie des gens. La question, c'est combien est-ce que tu exclus? Alors, parfois, ce que propose la proposition populiste, en fait, de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'exclure de la somme des gens qui font la France, à savoir le peuple, c'est d'en exclure l'oligarchie. Sandrine Rousseau pouvait faire des propositions à cet égard de tous les gens qui appartenaient qui voulaient faire continuer le patriarcat, etc. Elle voulait, c'est ces gens-là qu'elle voulait exclure en fait de son projet de société, mais
l'objectif est quand même de rassembler tous les Français. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire que genre, la radicalité, c'est juste un projet minoritaire. Non, la radicalité, aujourd'hui, je pense qu'elle peut être un projet majoritaire. Et c'est ce que voulait prouver Sandrine Rousseau. Et c'est ce que va peut-être prouver dans cette campagne Jean-Luc Mélenchon. Allez, on avance. On va parler de ce Moi, sondage qui a fait couler beaucoup d'encre. Sondage qui montre, en tout cas, qui, à l'instant où la photographie est prise, où la gauche est vraiment dans les choux, Hidalgo s'effondre, Zemmour s'envole et Le Pen dégringole. Du coup, ça fait un ticket d'entrée pour l'heure qui semble être très bas. Qu'est-ce que ça change, Catherine ? Moi, surtout, ce que je pense que ça change, c'est que ça révèle que l'élection présidentielle, c'est le moment d'un débat idéologique. Ce n'est pas le moment d'un débat seulement programmatique. C'est-à-dire que je pense que Anne Hidalgo n'a rien à dire sur le plan idéologique. Elle dit, la seule chose qu'elle a su dire, c'est qu'elle voulait multiplier par 2 le salaire des profs et que ça, comme ce n'était pas inséré dans une proposition un peu globale et qui était crédible et cohérente, du coup, c'est apparu comme démagogique et ça l'a fait disparaître des radars. Et que je pense que Anne Hidalgo est l'héritière du rocardisme à sa manière, c'est-à-dire en fait de ce qu'est devenu le Parti socialiste, c'est-à-dire la victoire posthume de Rocard, qui pense que la politique, c'est l'administration des choses. Et si la politique, c'est l'administration des choses, elle ne dit rien et donc elle disparaît des radars. Et d'une certaine manière, je pense que ce que fait Zemmour, qui est d'une bêtise crasse quand il parle d'économie, c'est-à-dire que là, vraiment, il récite les fiches que lui ont fait ses collaborateurs pour raconter la doxa libérale de base. Je pense qu'il s'en fiche complètement. D'ailleurs, il n'est pas le premier à s'en fiche complètement de l'économie. François Mitterrand n'avait rien à carrer de l'économie. Enfin, c'était pas son truc, quoi, l'économie. Il était quelqu'un qui racontait une vision du monde. Et Zemmour raconte une vision du monde, et c'est sur ça qu'il aujourd'hui engrange. Et qu'aujourd'hui, à mon sens, ce que ça raconte, cette évolution de la situation, c'est que les gens sont intéressés par des discours, y compris le fait que Jean-Luc Mélenchon se maintienne à un bon niveau et premier à gauche, c'est que ce que l'on attend, c'est qu'on nous propose fasse une proposition politique globale et pas des bouts de mesurettes à gauche et à droite. D'une certaine manière, je pense que Marine Le Pen, ce n'est pas fini parce qu'elle est quand même tenante d'un héritage idéologique assez solide, mais d'une certaine manière, en ayant multiplié toutes ces entrées, etc., au détriment peut-être d'un discours bien idéologique, elle est en train de se faire manger la laine sur le dos par Zemmour, qui est plus idéologue qu'elle. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'idéologie retrouve ses lettres de noblesse, que moi, je n'ai jamais cessé de croire. Je refais un point parce que peut-être tout le monde, pour ceux qui regardent, n'ont pas en tête les résultats. Jean-Luc Mélenchon, il prend 1 point par rapport au sondage précédent. Il arrive à 9%, à égalité avec Yannick Jadot qui, lui, perd 1 point. En revanche, effectivement, Anne Hidalgo dégringole parce qu'elle était testée à 7 ou 8% et elle n'est plus qu'à 5,5%. Le Parti communiste est à 1,5%, Arnaud Montebourg 1,5%, et de l'autre côté de l'échiquier, effectivement, Éric Zemmour est à 15%, quand le candidat de droite est estimé entre 12 et 14% en fonction du candidat, si c'est Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, et Marine Le Pen à 16%. Quant à Emmanuel Macron, dont on va parler dans un instant d'ailleurs, il est stable à 24%. Pablo, est-ce que ça n'arrange pas tout le monde? Je vais le dire de manière assez provocante, mais est-ce que ça n'arrange pas tout le monde finalement que Zemmour empêche finalement, parce que il ne fait pas augmenter le score du Rassemblement national? On voit bien que les scores s'additionnent d'ailleurs quand on enlève l'hypothèse Zemmour candidat. Est-ce que ça n'arrange pas tout le monde? C'est-à-dire que ça donne une nouvelle, ça offre une perspective nouvelle pour les 4 autres candidates qui se disent allez, peut-être qu'on peut passer le second tour si Marine Le Pen continue de s'effondrer. Effectivement, je vois ça dans les éléments de langage qui sont utilisés par les uns et les autres, surtout à gauche, hein, et même à droite du côté DLR. C'est absolument dramatique en fait de se féliciter que Éric Zemmour soit à 15%, même si effectivement il abaisse le ticket d'entrée au second tour. Le problème, c'est que c'est pour l'instant lui, depuis le début de l'année, qui a
réussi à cristalliser autour de lui la meilleure dynamique et il a quand même presque doublé son score dans les sondages en l'espace de quelques semaines. Alors on dit que c'est une bulle médiatique. Moi, c'est ça qui m'interroge le plus. C'est que pour l'instant, on va dire que tous les candidats, il y a plus de partis politiques. Il n'y a plus de structures aujourd'hui véritablement qui tiennent en France de grands partis politiques. Et il faut voir que genre, les premiers, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, tous ces gens-là ont un parti qui vraiment est réduit à peau de chagrin. Zemmour n'en a même pas de parti. Ils font pas de meeting, ils n'ont pas de missi dominici qui vont à travers la France répandre, enfin essayer d'organiser en fait et de structurer un mouvement politique. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe qu'à travers les médias mainstream. C'est les médias mainstream qui mettent Alors, Catherine, tu parles d'idéologie, mais en vérité, moi, ce que je vois plus, c'est tout d'un coup, il y a BFM ou France 2 ou un hashtag sur Twitter. C'est ça, en fait, qui dirige aujourd'hui les gens et qui fait qu'à la fin, ils votent pour Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce qu'est Éric Zemmour si c'était un mec qui passe à la télé? Il n'a pas de parti, il fait jamais de meeting, il a pas de personne ne discute, il y a aucun endroit où on discute en fait de sa politique. Tout sort de son cerveau qui en plus est quand même assez pourri. Il pense capter l'air du temps, mais je pense qu'il comme tu l'as dit toi-même, je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Mais parce qu'on le met sur un piédestal médiatique, il a de l'importance. Mais en vérité, il n'est que le symptôme, enfin, c'est la pointe plus avancée de ce que sont en fait tous les autres. Parce que personne ne peut prétendre aujourd'hui dans le paysage politique être assis sur un parti digne de ce nom. Et c'est ça, moi, que je trouve le plus triste, c'est que rien n'est organisé en fait pour que les Français et les Françaises fassent vraiment de la politique. Et on ne fait plus de la politique en regardant BFM TV et en regardant France 2 ou en écoutant France Inter et Europe 1. Catherine, un dernier mot là-dessus, tu voulais réagir? Après, on passe à Macron. Non, moi, je suis pas. Alors là, oui. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que, je viens de le dire, pour moi, la politique, c'est d'abord une manière de se représenter la façon dont on veut vivre ensemble, dans quelle direction on veut que le monde aille, comment va la France, et qu'à partir de là, on en détermine des actions concrètes et que ces actions concrètes aient sens dans ce cadre-là. Et donc, pour moi, ce qui est fondamental, c'est le temps du débat qui est en train de s'ouvrir et qui commence à s'installer en France autour de l'élection présidentielle, et que ça se passe dans les médias. Ça me paraît être tout à fait normal que le débat soit porté devant tout un chacun par les grands médias. Je ne crois pas du tout que les médias qui fassent les candidats, les élus, etc. Ou bien ils ont quelque chose à dire. Anne Hidalgo, excuse-moi, tu peux la mettre tout ce que tu veux en prime time, en second time et tout ce que tu voudras. Anne Hidalgo n'a rien à dire. Donc, elle ne fera pas de résultat. Il faut quand même un faisceau donc, ce n'est pas eux. Non, mais ce n'est pas eux qui font. Ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas, lié à l'exposition médiatique. Certainement que quand tu es absolument inconnu, il y a peu de chances que ça marche, mais absolument pas visible, il y a peu de chances que ça marche, mais que ça marche n'est pas corrélé strictement au temps d'antenne. Par ailleurs, tu n'as pas tort de dire qu'aujourd'hui, c'est les médias qui sont en fait les grands organisateurs de la vie démocratique et de la vie politique. En ce sens, ils ont des responsabilités. Mais ce n'est pas exactement la même chose que de dire que c'est eux qui font les candidats, les élections, et que la politique, c'est lamentable parce qu'on la regarde à la télé. Le problème, c'est que moi, ce que je remarque juste, c'est que j'ai l'impression vraiment d'être dans une émission, pas de télé-réalité, mais un télécrochet, en fait, où on me présente une quinzaine de personnes et il faut que je choisisse avec mon téléphone. Et si c'est ça la démocratie, si c'est juste choisir, moi je pense que le débat démocratique et le débat public, il ne doit pas être organisé qu'entre 10 personnes, en fait. Ça c'est factice, enfin, c'est de la poudre aux yeux. C'est nous faire croire qu'il y a un débat public parce que tu as plusieurs personnes qui dialoguent entre eux. C'est faux. Moi, je veux que partout, en fait, en France, comme peut-être ça a déjà été le cas, j'en sais rien, mais que les gens discutent, qu'il y ait des confrontations à d'autres endroits en fait que sur les plateaux de télévision. Allez, on passe au sujet suivant. Oui, sur les plateaux, il y a du monde, parce que, excuse-moi, mais le débat Zemmour-Mélenchon, il a été vu par entre 4 et 9 millions selon ton calcul. Non, mais, donc, ça fait un tout petit peu de monde. Et par ailleurs, là où je te rejoins… Mais ils ne participent pas.
Non, d'accord, ne participe Allez, pas. Je m'excuse, mais il participe aussi. Et la manifestation, la journée d'action de mardi, par exemple, aura du poids politique parce que les syndicats qui veulent manifester pour faire entendre la réduction du temps de travail, l'augmentation des salaires, etc., d'une certaine manière, s'ils sont nombreux ou s'ils ne sont pas nombreux, ça contribue à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport de force effectif dans le pays qui crédibilise une proposition politique. S'il n'y a pas ce rapport de force, la proposition politique, elle n'est pas crédible. allez, un dernier mot sur Emmanuel Macron pour changer. On n'en parle pas assez, je trouve, dans le regard d'Emmanuel Macron. Il est en C'est campagne, vrai. Emmanuel Macron, Catherine? Il a sorti le carnet de chèques. Ah ben, clairement. Oui, il n'a pas seulement sorti le carnet de chèques. Hein. Ce que je veux dire, c'est que là, il multiplie les annonces il occupe. Alors, lui aussi fait de l'idéologie, quoi. C'est-à-dire que là, moi, j'ai noté cette semaine qu'il est intervenu à 3 reprises, par 3 fois, sur la question de la relation entre la France et l'Algérie. Ah oui. Je ne sais pas si ça Si, vous si, a frappé, mais enfin, c'est quand même assez étonnant. On a l'impression vraiment qu'il veut se faire pardonner à la fois la commission qu'il avait confiée à Benjamin Stora, les propos qu'il avait tenus en 2017 quand il avait parlé du crime de la colonisation. Là, il fait par 3 fois des choses que je trouve extrêmement contestables. Alors évidemment, le pire étant ce qu'il a fait avec la diminution drastique des visas aux 3 pays du Maghreb, 50% de moins pour l'Algérie, le Maroc et 30% de moins pour la Tunisie. C'est à proprement scandaleux. Et ce que je trouve pire que tout, c'est scandaleux pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Il l'argumente en disant que c'est pour casser les pieds aux dirigeants. Ça fait quand même beaucoup de monde, quoi, 50%, hein, c'est pas seulement les dirigeants. Donc là, il se fiche de nous. Et ce que je trouve affreux, c'est d'entendre Gabriel Attal expliquer qu'il y a ceux qui ont la radicalité des propos et qu'eux, ils ont la radicalité des actes. C'est-à-dire qu'en gros, Zemmour, il parle, nous, on fait. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est inimaginable. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable de faire ça. Et alors, concernant l'Algérie, l'autre aspect, c'est le Monde qui fait un compte-rendu de la réunion qu'il fait avec les petits-enfants qui ont fait la guerre d'Algérie. Il est, bon, déjà, on savait qu'il était omniscient en immunologie. Là, visiblement, il est aussi un grand historien, puisqu'il est capable de traiter de l'histoire de la colonisation et de l'histoire de la nation algérienne en 2 coups de cuillère à peau, avec le même mépris qu'il a et la même condescendance qu'il a quand il parle de la France. Enfin, là, il se lâche d'une façon extrêmement réactionnaire, extrêmement choquante, hautaine. Enfin, moi, je suis ulcérée de ce qui s'est passé avec l'Algérie cette semaine. Et pour moi, c'est très, très clair. C'est un message. Il se positionne dans ce débat dégoûtant qui est en train de se nouer en France. Et j'ajoute que le petit coup de chapeau du Premier ministre sur les journaux télévisés à Sarkozy le soir de sa condamnation à 1 an de prison, quand même, pour avoir truandé les élections de 2012, enfin, c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que là, il ne se refuse rien pour essayer de chasser et chez Zemmour et dans le camp de la droite dite classique. Voilà. Donc, il est évidemment en campagne, il sort le carnet de chèques, mais il ne se contente pas de sortir le carnet de chèques, ce qui est assez classique et ce qui finalement n'est pas regrettable. C'est d'abord, puis en plus, le dernier élément, c'est le côté carrément grotesque du bouclier qu'ils prétendent mettre face aux hausses d'énergie. Ils le font après la hausse d'énergie et jusqu'au jour des élections. Et après les élections, on rattrapera le retard. Donc là, ils se fichent carrément de nous. Quoi. Ouais. Ouais, C'est rapport... énorme, hein, ça, ce départ en campagne. Oui, non, par rapport à effectivement tous les cadeaux, entre guillemets, qu'il est en train de faire, le carnet de chèques qu'il est en train de sortir, il faut noter que la plupart de l'argent en fait, qu'il est en train de déverser, il va le verser, ce sera uniquement ponctuel, comme Catherine venait de le noter sur la question de l'énergie, où ça s'arrête juste avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est la même chose pour les sages-femmes, où en fait, ce qu'ils proposent, c'est une prime de 100 €, mais ponctuelle. Alors même que dans le même temps, les réformes qu'il fait, par exemple la réforme de l'assurance chômage, elle
ça va pas s'arrêter au bout à la Non. fin de Elle à a même l'été commencé, prochain, etc. elle a même pris effet dès vendredi ou ce samedi d'ailleurs. Non, Exactement, première non, mais elle a pris effet dès vendredi et ensuite Vendredi. c'est parti pour rester. C'est comme ça. Donc, Et elle est et plus là, loin c'est même. absolument terrible pour les gens les plus précaires et les chômeurs qui sont dans la plus grande difficulté, qui vont voir leurs indemnités baisser en conséquence. Donc, effectivement, il est parti, à mon sens, en campagne, mais il est parti clairement du côté de sa droite. Hein. C'est là qu'il a identifié qu'il avait des potentiels électeurs. C'est là je pense que c'est surtout là qu'il a identifié qu'était sa base. Aujourd'hui, il a entre 20 et 25% de gens qui sont susceptibles de voter pour lui au premier tour selon les sondages. Je pense qu'il s'est dit, bon, bah, ces gens-là sont de droite, il faut absolument que je les conserve parce que en faisant 20 ou 25% au premier tour, il est sûr d'accéder au second tour. Donc, il va tout faire en fait pour conserver ces 20 à 25%. Et qu'est-ce qu'il fait pour faire ça? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour garder ce socle-là? Il a besoin d'aller sur les terres de la droite, et c'est pour ça que Gabriel Attal se met en opposition directe avec genre les gens qui sont soi-disant sont plus radicaux sur sa droite, à savoir à la fois Xavier Bertrand, mais aussi Marine Le Pen et Éric Zemmour, en disant vous voyez, sur les questions économiques, on est meilleur que vous, c'est-à-dire qu'on peut être encore plus à droite, sur les questions d'immigration, on peut être encore plus à droite, sur les questions de sécurité, on peut être encore plus à droite. Nous, on est dans les faits, pas que dans la théorie. Je pense qu'on est parti, et là, on n'est qu'au début. Hein, enfin, je veux dire, il nous reste encore 6 mois de campagne devant nous. Je pense que ça va être une boucherie en matière de course à l'échalote pour réduire à la fois les droits sociaux, mais aussi l'escalade sécuritaire et la peur de l'immigration, de l'étranger, etc. Allez, un dernier mot, Catherine. Oui, le problème de cette stratégie, c'est que je pense qu'elle est aussi parce que la gauche est très très faible, qu'elle ne représente pas un danger aujourd'hui identifié pour Emmanuel Macron. Il ne voit pas un second tour avec un candidat de gauche face à lui. Et que la question aussi, c'est qu'il contribue aussi à déporter et à structurer à droite le débat. C'est-à-dire que quand bien même un candidat de gauche arriverait au second tour, son élection n'est pas acquise parce que Emmanuel Macron bétonne sur la droite pour finalement reconstruire la digue gauche-droite, et lui, il est le candidat de la droite. Donc c'est quand même quelque chose qui est à la fois tactique, mais qui a des effets de long terme et idéologiques et pratiques dans le champ politique. Allez, merci à tous les deux. Catherine, on se retrouve demain. C'est toi notre invitée dans la midinale, puisque Regard est partenaire de la Confédération nationale du logement qui se tient demain et pour laquelle Pablo, Catherine et moi d'ailleurs animons des tables rondes. Donc ça sera en ligne sur le site de Regard. Et je vous invite aussi, pour ceux qui nous suivent jusqu'au bout, à regarder la superbe émission que Pablo a lancée vendredi, qui était super. Bravo Pablo. Avec Loïc. Des bières, des chips et des gauchistes. Voilà. Pablo et Loïc qui ont leurs invités maintenant une fois par semaine. C'était très bien. Et c'était très bien. Allez voir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.